Aujourd'hui, la Martinique a une capacité de 200 hébergements de gîtes et chambres d'hôtes. Dans les années 90, sa capacité était supérieure avec 350 hébergements. Malgré la diminution de nos hôtels, pourquoi un tel recul? Alors ce chiffre de 350, on peut le prendre en considération jusqu'au début des années 2000. Bien. Quand je suis arrivé à la présidence des gîtes en 2002-2003, nous avons fait le diagnostic qu'il y avait un certain nombre d'hébergements qui étaient un peu du n'importe quoi. Il y avait beaucoup de, je les ai appelés à l'époque des canards boiteux. J'ai préféré élaguer, faire sortir du parc les éléments qui n'étaient pas susceptibles en termes de qualité de fidéliser la clientèle. Et ces choix, je les ai assumés et je les assume jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours dit à mon arrivée au gîte que je préférais fonctionner, et le chiffre, je ne l'avais pas prédéterminé comme ça. Je préférais fonctionner avec 200 hébergements de qualité plutôt qu'avec 350 dans lesquels on pouvait trouver, je dirais, un peu tout et n'importe quoi. Donc, nous continuons. En plus, la politique de la Fédération nationale a changé. Aujourd'hui, la FNGF est une entreprise qui tire vers l'excellence. Bon, donc nous sommes dans une démarche entrepreneuriale, tant au niveau national qu'au niveau local. Voilà l'explication. Le comité martiniquais du tourisme se focalise beaucoup sur le tourisme de croisière. Est-ce la bonne solution? Alors, le comité martiniquais du tourisme, dont je fais partie, puisque je suis membre du conseil d'administration du CMT, est chargé d'organiser la promotion et la visibilité de la Martinique sur tous les marchés extérieurs. Bon. Cela recouvre évidemment la croisière, comme cela concerne la plongée, les excursions, les hébergements, la qualité du séjour, c'est vrai. Alors la croisière, il faut dire que nous sommes partis de très très bas, parce que dans les années 90, nous étions à 600 000 touristes, je dirais, de croisière, alors débarquant ou pas, on ne sait pas. Mais on était tombé autour de 40 à 60 000. Bon. C'est vrai que nous sommes dans une phase de progression parce que la connaissance, le contact de la clientèle américaine se fait essentiellement par les navires de croisière, c'est vrai. Donc, qu'il faille améliorer les choses, pourquoi pas. Mais je l'ai dit dernièrement en réunion du conseil d'administration, quand on parle tourisme, quand on parle accueil à la Martinique, on parle aussi séjour. Et quand on parle séjour, on ne doit pas parler systématiquement hôtellerie, petite, moyenne ou grande. On parle aussi séjour et accueil chez l'habitant. Donc on revient au propos du début de l'interview. Il y a aussi dans le séjour et l'accueil chez l'habitant. Mais c'est un élément qui ne doit pas être négligé quand on parle de croisière. Sur quoi devrait-on se focaliser afin de rendre plus productive notre destination? Disons que sur beaucoup de choses, mais essentiellement sur une image référente. Je prends l'exemple de Paris. Tout le monde, quand on voit la Tour Eiffel, quand on voit la basilique Montmartre, quand on voit l'Arc de Triomphe, on sait que Paris, c'est tout cela, et c'est la France. Bien. Ici, jusqu'à présent, quand on compare avec les problématiques des autres îles de la Caraïbe, nous n'avons pas une image phare qui puisse nous identifier. Alors, moi, j'ai imaginé, j'ai même proposé quelquefois, pourquoi pas que le rocher du diamant soit l'image référente de la Martinique, qui puisse nous identifier par rapport aux autres îles. Parce que quand on regarde, en termes de météo, en termes d'environnement géographique, peu de choses nous distinguent de Saint-Domingue, de Barbade ou de la Jamaïque. Bon, bien sûr, la culture, la gastronomie,
les problématiques, comment dirais-je, de développement durable, pourquoi pas. Mais aussi l'accueil de la population. Et sur ce plan, contrairement à ce qu'on dit, les Martiniquais ne sont pas accueillants, je pense que nous sommes effectivement accueillants. Mais il y a des logistiques, des organisations, des modèles à mettre en œuvre, comme par exemple faire en sorte qu'en termes de communication, on ne se retrouve pas avec un navire de croisière qui fait escale ici le vendredi saint, alors qu'on sait que tout est fermé chez nous. Il y a véritablement un problème de communication et il y a des choses encore à améliorer ici. Allez-vous vous présenter au municipal de Sainte-Luce? Question intéressante, mais réponse pour le moment en suspens parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est vrai que j'ai reçu un certain nombre de sollicitations, d'invitations, mais j'avoue que je n'y ai pas encore donné suite parce qu'il y a des problématiques familiales, personnelles, pécuniaires à prendre en compte. Et même si le nom Maran est encore beaucoup présent, voire même systématiquement présent dans les esprits, dans les souvenirs et les mémoires, bon, mais il ne s'agit pas de bâtir sur du virtuel. Il s'agit de savoir avec qui d'abord on y va et quelle équipe on a autour de soi. Donc la réponse est pour le moment en suspens. Même si je suis sollicité sur d'autres communes d'ailleurs, ce qui est comme par exemple Chelché. Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait dans le développement de cette commune touristique? Alors, quand le maire Louis Couzol, qui est en place actuellement, a conquis en 1990 cette commune, dans les mois et les années qui ont suivi, nous avons constaté que tout ce qui se faisait en termes de réalisation et d'investissement sortait, je dirais, des dossiers déjà instruits et préparés par Jean Maran et son conseil municipal de l'époque. Même si pendant la campagne, il avait été dit que Jean Maran n'avait rien fait. Même s'il avait été dit que 25 ans c'était trop. Bon, on constate qu'aujourd'hui, l'équipe, le maire en place, arrive à sa 24e ou 25e année de mandat. Et les mêmes qui l'ont aidé à être élus sont aujourd'hui les mêmes qui tirent profit de cet argument. Bon, en termes de capacité touristique, d'accueil, beaucoup de choses ont été faites par des privés. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se fait en termes d'hôtellerie sur Sainte-Luce. Donc moi je pense que je ne dirais pas comme d'autres que rien n'a été fait sur Sainte-Luce. Le maire a fait avec ce qu'il avait, les moyens qu'il avait, les dossiers qu'il a pu instruire. Donc il s'agit pour moi d'améliorer le quotidien en termes d'alimentation, d'éclairage, de voies de circulation. Beaucoup a été fait. Donc il s'agit d'améliorer par contre l'environnement du front de mer. Par contre, je pense que c'est quelque chose c'est un gros chantier qui mériterait d'être abordé. En quoi les forces martiniquaises de progrès sont-ils progressistes? Les forces martiniquaises de progrès sont progressistes dans la mesure où elles sont visionnaires. Parce que beaucoup de ce que nous avions affirmé, tant en 2003 qu'en 2010, lors des consultations référendaires, se réalisent. Bien sûr, au détriment de l'environnement politique ou des populations, s'agissant des projets. Nous avions dénoncé le mode de scrutin. Rappelez-vous, quand lors du congrès, certains avaient voté à main levée, un élu responsable du MIM avait dit qu'il fallait que les élus votent à portée de calotte. Donc, tout ça pour dire que l'ambiance était déjà gangrénée. L'objectivité des choix n'était pas au rendez-vous. Nous avons dénoncé la notion de conseil exécutif, donner la prime majoritaire de 20% à l'équipe arrivée en tête. Tout ça, nous l'avions dénoncé. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir, y a-t-il moyen de revenir sur tout ça? Ceux qui ont voté, si on fait les choix,
devront être les seuls à se mordre les doigts dans quelques années, comme ce qui se passe pas loin de chez nous à Saint-Martin. On avait privilégié, on avait donné comme modèle Saint-Barth et Saint-Martin. Eh bien, nous savons maintenant, pour ceux qui veulent s'y intéresser, ce qui se passe à Saint-Martin. Comment se fait-il que de toutes les collectivités uniques d'outre-mer, Saint-Barthélemy est celle qui fonctionne le mieux? Peut-être parce que l'équipe en place n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Peut-être parce que les problématiques n'étaient pas les mêmes. Saint-Martin avait espéré sur les capacités fiscales, touristiques, etc., de bâtir un budget. Aujourd'hui, quand on sait qu'à l'époque, Saint-Martin était une commune de la Guadeloupe, les dotations de l'État, toutes dotations confondues, représentent aujourd'hui entre 5 300 et 5 600 euros par an et par habitant, que ce soit sur la Martinique ou sur la Guadeloupe. Sur la Guyane, c'est à peu près 6 000 euros par an et par habitant. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 12 000 euros par an et par habitant. Aujourd'hui, Saint-Martin, c'est un peu plus de 600 euros par an et par habitant. Bon. Donc, évidemment, les Saint-Martinois se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce désengagement de l'État? Bon, quand on regarde ce qui s'est passé, très d'actualité, en Alsace, j'ai regretté, et je l'ai dit sur un autre média, que l'on ait parlé, quand il s'agissait de ce vote, d'une première expérience innovante. Même si on y a associé la Corse, oui, c'est la première fois que ça se passait en France, je suis désolé. Alors, les Antilles, on les évacue quand des processus démocratiques ont été enclenchés. On ne parle que quand il y a des grèves, des manifestations, de la chlordécone, des cyclones ou des tremblements de terre. Je trouve qu'il y a des considérations au niveau des médias à revoir totalement. Victorin Lurel, ministre de l'Outre-mer, si vous aviez la possibilité de lui donner 3 conseils pour rendre plus efficace son ministère, quels seraient ces conseils? D'abord, communiquer beaucoup plus souvent avec les populations des Outre-mer, parce que j'ai le sentiment qu'enfermé dans sa tour d'ivoire, il est peut-être maintenant déconnecté des préoccupations locales. Se vêtir d'un peu plus d'humilité, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui a une très grande, comment dirais-je, qui est très imbu de lui, très sûr et convaincu que tout ce qu'il dit, c'est la vérité, je dirais, évangélique. Bon, il faut être beaucoup plus humble. Et puis, troisièmement, être plus souvent présent dans des tournées en Outre-mer. Voilà. Ça fait moins d'1 an que François Hollande est élu chef de l'État. Déjà, beaucoup de remous. Qu'est-ce qui vous heurte le plus? Je ne suis pas heurté. Je suis triste parce que ce que nous avions envisagé, prévu, perçu, c'est exactement ce qui se passe. François Hollande a été élu sur une espèce de mystification. Ou way ou pas way. En fait, il a été élu parce que des gens ont voté contre Sarkozy. Hollande n'a pas été élu dans le cadre d'une adhésion à ce projet. Hollande a été élu sur un mensonge, je dirais, général. Bon, aujourd'hui, nous voyons qu'en termes de capacité de décider, capacité de faire des choix, je dirais, à l'instant T, avoir des orientations qui tiennent compte de la réalité économique du pays, faire des choix politiques qui soient cohérents, des choix sociaux, des choix sociétaux, qui ne heurtent pas, qui ne divisent pas, parce que, rappelez-vous que dans sa campagne, il serait le président, je dirais, de l'union, du rassemblement des Français. Aujourd'hui, la France est divisée, ne serait-ce que sur le projet, n'est-ce pas, du mariage pour tous. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe est la réalité de ce que nous avions prévu. Que l'on soit, il y a même un sondage la semaine dernière qui le donnait à 20% d'opinion favorable. Aujourd'hui, il y en a un autre qui est sorti, 25, 26, c'est dans ces eaux-là. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des sondages
de la République, on n'a jamais vu ça. Bon. Donc, que des éditoriaux, des hebdomadaires titrent sur Monsieur Faible, Pépère, a-t-il raison, etc. Bien sûr, c'était la même chose sous Sarkozy. Hein. Cet homme est-il dangereux en parlant de Sarkozy? Bref, aujourd'hui, Kodiyam, Mariam, tel est pris celui qui croyait prendre. Quel est votre modèle politique? Le choix est simple, facile, et je n'irai pas très loin pour dire que c'est mon père, Jean Maran, qui en termes je dirais, de vision, avait par exemple, c'est un exemple, au sortir des régionales, en étudiant les résultats des élections régionales de 2010, et en rapportant ces résultats aux circonscriptions législatives qui venaient d'être créées, les nouvelles circonscriptions, m'a appelé un jour, m'a dit, viens voir, j'ai une hypothèse de travail à te proposer. Compte tenu des résultats que je vois, je suis convaincu qu'Alfred Marie-Jeanne laissera le Sud à Nilor et qu'il ira très certainement sur la circonscription centre-atlantique. Quelques mois après, on a eu la réalité de ce projet. Bon. Donc tout ça pour dire que c'est lui qui m'a, pendant les 25 ou 30 ans de mandat municipal ou de conseiller général, m'a incité à m'intéresser à la politique. Mes études de 3e cycle universitaire m'ont fait décrocher un DESS, bon, aujourd'hui on appelle ça Master de gestion des collectivités locales. Tout ça pour dire que ce sont ces choix politiques aussi, puisque UDF il a été, UDF j'ai été aussi, qui m'ont amené à là où je suis. Voilà. Donc mon modèle, je ne vais pas le chercher très loin. Certains sont restés nostalgiques du franc, puisque l'euro a réduit le pouvoir d'achat des gens. Qu'en pensez-vous? C'est une réalité que nous vivons tous. Et trop souvent, on a l'impression que de parler d'un euro, c'est parler d'un franc. Ça n'a rien à voir. Il suffit de voir les études qui ont été faites, peut-être pas par des professionnels, mais des études basiques sur Internet ou sur Facebook, qui comparent les mêmes produits, les coûts des mêmes produits avant 2002 et après 2002. Bon, les choses sont évidentes. Même au niveau du salaire, quand vous touchiez 10 000 francs, vous aviez l'impression d'être quelqu'un. Aujourd'hui, 10 000 francs, c'est quoi? C'est 1 500 €, un peu plus. Bon, voilà, le chemin est vite fait. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Non, dire simplement que je vais, comme beaucoup d'internautes, aller sur le portail du gouvernement et puis commencer à m'intéresser au patrimoine des ministres, voir qui sont ceux qui nous gouvernent, voir si le lien entre fortune et compétence est un lien avéré, si entre pauvreté et incompétence est un lien avéré ou vice-versa. Bon, participer de cette démarche de découverte de quelque chose qui ne semble pas faire l'unanimité dans la classe politique française.